Je ne peux pas m'asseoir. J'ai mal. C'est la première chose que Valentina a dite ce matin-là, son sac à dos toujours accroché à ses épaules et les yeux fixés sur le sol de la classe. Monsieur Daniel s'arrêta net. La petite fille, âgée de 6 ans à peine, resta figée près de sa chaise tandis que les autres enfants déballaient leurs affaires en riant et s'installaient à leur place. Elle resta debout, pâle et effrayée. Daniel s'approcha lentement d'elle et s'accroupit à sa hauteur. Valentina se mordit la lèvre inférieure et secoua doucement la tête. « Ça fait très mal, ici en bas », murmura-t-elle sans le regarder dans les yeux. Daniel fronça les sourcils. « Tu es tombé ? Il s'est passé quelque chose à la maison. » Valentina ne répondit pas. Elle serra ses petites mains, comme si elle avait peur de parler. « Tu peux me le dire, ma chérie. Personne ne te fera de reproches, dit-il doucement. Elle hésita. Sa voix tremblait. « Quand je m'assois, ça fait mal. » C'est tout ce qu'elle dit, puis le silence. Mais cette phrase, et la façon dont elle se tenait là, donnèrent un coup de boule à Daniel. Ce n'était pas seulement une douleur physique. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus profond. « Viens, dit-il doucement, asseyons-nous un instant là-bas dans le coin. » Il la guida vers une petite table placée à l'écart des autres, espérant qu'elle pourrait se sentir en sécurité pendant un moment. Mais elle s'est arrêtée. « Puis-je rester debout, s'il vous plaît » demanda-t-elle d'une voix à peine haletante, les yeux remplis de larmes. Daniel hocha la tête et, à ce moment-là, quelque chose en lui se brisa. Il quitta discrètement la salle de classe, sortit son téléphone dans le couloir et passa l'appel. « La police ? J'appelle de l'école primaire San Benito. Je m'appelle Daniel Martinez, je suis enseignant. J'ai une élève de 6 ans qui dit avoir mal quand elle s'assoit. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais il y a un problème. Veuillez venir au plus vite. » Il raccrocha, les mains tremblantes, prit une profonde inspiration et retourna en classe, essayant de garder son visage calme. Contre le mur, il s'agenouilla à côté de Valentina et sourit chaleureusement. « Tout va bien. Je suis là avec toi. » Valentina ne dit pas un mot. Elle posa simplement sa petite tête contre son bras et ferma les yeux un instant. Dans ce silence, il y eut un cri. Et Daniel comprit que ce n'était pas normal. La voiture de patrouille est arrivée peu après 8h30. 2 officiers sont sortis, un homme et une femme. Pas de sirène, pas d'urgence. Tout semblait routinier. Ajustant rapidement son chemisier, comme si son uniforme repassé et son chignon bien coiffé pouvaient cacher son malaise, la directrice les salua. « Bonjour, messieurs les agents. Je suis Carmen Avila, la directrice de l'école. Le professeur vous attend. Mais si vous me le permettez, je pense que tout cela a été exagéré. » L'officier hocha la tête et continua de marcher, mais l'agent féminin lança un regard rapide et perçant vers la porte de la salle de classe où Valentina avait été laissée. Dès que les officiers sont entrés, Daniel a parlé sans hésitation. Elle ne voulait pas s'asseoir. Elle disait que ça lui faisait mal. Et sa façon de le dire, sa façon de se tenir, ce n'était pas normal. Quelque chose ne va pas. Le directeur intervint. « Daniel, s'il te plaît. Ce n'est qu'une enfant. Ça pourrait être n'importe quoi, une chute, un petit bleu. Rien de grave. Ce n'était pas une raison pour appeler la police. Ce n'est pas comme si un crime avait été commis. » Silence. Les policiers ont demandé à parler à la jeune fille. Valentina a été amenée dans la salle de coordination. Elle entra lentement, les yeux écarquillés de peur, comme si chaque pas qu'elle faisait était un risque. L'officier féminin s'agenouilla devant elle. « Salut, ma chérie. Comment vas-tu ? On est juste là pour discuter un moment, d'accord ?» Valentina hocha la tête, mais ne dit pas un mot. Pas un seul bruit. L'officier a essayé à nouveau. « Nous avons entendu dire que vous aviez ressenti une certaine douleur lorsque vous vous êtes assis. » Puis, depuis la porte, un faible murmure. « Ça ne fait plus mal. » Pour Daniel, c'était comme un coup de poing dans le ventre. « Elle a peur » dit-il d'une voix tendue. Personne n'a répondu. Après quelques minutes supplémentaires, les officiers ont quitté la pièce. Aucune marque visible. Aucun rapport précédent. Et l'enfant refusait de parler. « Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour le moment » a déclaré l'officier. « Mais elle a peur » insista Daniel.
L'agent féminin s'est approché de lui, sa voix basse et gentille. Si des signes évidents apparaissent ou si cela se reproduit, appelez-nous. Nous serons là. Je ferai un signalement. Mais pour Daniel, ce n'était pas suffisant. C'était bien trop peu. La voiture de patrouille est partie. La fille est retournée en classe. L'école a continué comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, Carmen s'est approchée de Daniel alors qu'il corrigeait des copies. Tu devrais être plus prudent, Daniel. Ce genre de choses crée une inquiétude inutile. Cela affecte l'école. Il n'a pas répondu. Elle recula et sortit de la pièce. Cette nuit-là, Daniel n'arrivait pas à dormir. Il rejouait sans cesse le visage de Valentina, la façon dont elle serrait son chemisier, la peur dans sa voix. Il n'y avait pas de sang. Pas de cri. Aucune preuve évidente. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose d'inquiétant qui ne le laissait pas tranquille, quelque chose qui criait ce que personne d'autre ne voulait entendre. Et pour la première fois, il comprit. Le silence peut aussi faire mal. Que se passait-il? Même s'il devait le faire seul, il le découvrirait. Le lendemain matin, Daniel est arrivé plus tôt que d'habitude. Il passa devant le bureau du directeur sans regarder à l'intérieur et se dirigea directement vers sa salle de classe. Il ouvrit les fenêtres, rangea les bureaux et prit une profonde inspiration. Son corps ressentait encore le poids d'une nuit agitée. Mais quelque chose en lui restait en alerte. Alors que les étudiants commençaient à arriver, il les saluait chacun avec son sourire habituel. Valentina est arrivée dernière. Elle n'a regardé personne. Elle alla directement à sa place, se plaça devant sa chaise et murmura. « Puis-je dessiner debout ?» Daniel hocha la tête avec un doux sourire. « Bien sûr. Fais-le comme tu veux. » L'activité de ce jour-là était ouverte, des papiers et des couleurs étaient disposés sur la table. Le thème, dessiner un endroit que vous connaissez bien. Les enfants étaient ravis. Les grands-parents. Les animaux de compagnie. Valentina, cependant, dessinait en silence. Son visage est sérieux. Sa main est ferme. Quand elle eut fini, elle posa la feuille face contre terre et croisa les bras. Daniel allait de bureau en bureau, louant le travail des enfants avec une chaleur sincère. Lorsqu'il arriva au bureau de Valentina, il retourna soigneusement son papier. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était une chaise, dessinée au centre de la page. Autour d'elle, des taches rouges, comme des gouttes éparses. Dessinées d'une main tremblante. Le dessin enfantin ne pouvait pas cacher l'obscurité de son message. Daniel resta immobile un instant, le papier tremblant dans ses mains. Puis il s'agenouilla à côté d'elle. « C'est ton dessin, n'est-ce pas ?» Elle hocha faiblement la tête. « Tu veux me dire ce que c'est ?» Valentina se mordit la lèvre inférieure. Elle n'a pas répondu. « Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de parler maintenant. » Pour la première fois, elle le regarda dans les yeux. « J'aime la façon dont tu me parles, » dit-elle doucement. Daniel sourit, les yeux pleins de larmes. « Et j'aime ta façon de dessiner. » Il plia soigneusement la page. Dès que le cours fut terminé, il se rendit directement au bureau du psychologue scolaire. Sans un mot, il lui tendit le dessin. Laetitia l'étudia avec des yeux entraînés, puis le regarda sérieusement. « C'est symbolique, mais c'est sérieux. Très sérieux. » « Personne ne l'écoute, » murmura Daniel, la voix tendue. « J'essaie. » Laetitia inspira profondément. « Nous devons agir. Je rédigerai un rapport et demanderai une évaluation officielle. Mais toi, ajouta-t-elle, tu dois continuer à gagner sa confiance. Elle commence à s'ouvrir à toi. C'est peut-être notre seule chance. » Daniel hocha la tête. Plus tard, il a remis à Valentina une feuille de papier vierge. Dans un coin, il avait écrit. « Si tu veux me dire quelque chose, tu peux le dessiner. » Valentina prit le drap doucement. Et pour la première fois, elle sourit. Un petit sourire timide. Mais celui-là dit tout. Elle commençait à avoir confiance. Daniel remarqua quelque chose de différent dehors. Un homme était appuyé contre le portail de l'école, grand, large d'épaules, les bras croisés, le visage sérieux. Son regard n'était pas celui qu'on porte lorsqu'on attend un enfant avec amour. C'était celui de quelqu'un qui impose son autorité sans un mot. Il entendit des pas précipités dans le couloir.
Valentina, votre tuteur est là, cria l'inspecteur. La petite fille se figea. Le léger sourire qu'elle s'efforçait de retrouver ces derniers jours disparut en un instant. Elle se dirigea vers la porte sans regarder personne. Daniel la suivit discrètement. L'homme dehors attendait avec impatience. Il ne portait ni uniforme ni sac à dos, juste une chemise froissée et un jean taché de peinture. « Dépêche-toi, gamin, dit-il, sans faire aucun effort pour cacher son irritation. Valentina baissa la tête. Il ne lui tendit pas la main. Il se retourna simplement et commença à s'éloigner. La fille le suivit. C'est à ce moment-là que Daniel s'est avancé. « Êtes-vous le père de Valentina ?» L'homme s'arrêta, se retourna lentement et répondit avec dédain, « Beau-père. » « Et vous, qui êtes-vous » ? Daniel Martinez. « Je suis son professeur. » Rogelio haussa un sourcil. Daniel resta sur ses positions. « Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Dernièrement, elle a montré des signes de détresse. Elle a mentionné qu'elle avait mal en s'asseyant, par exemple. » Rogelio eut un sourire sec et sans joie. Les enfants inventent toutes sortes d'histoires. Il faut se concentrer sur l'apprentissage de la lecture, et non sur les choses qui ne le sont pas. Daniel sentit son sang bouillir, mais il prit une profonde inspiration. « Je fais juste mon travail. » Le beau-père le fixa encore un instant, puis se retourna sans un mot et tira Valentina par le bras. Elle marchait en silence, comme si elle avait oublié comment parler. Daniel resta là, les regardant disparaître derrière le portail. En fin d'après-midi, il n'a plus pu se retenir. Il a pris le numéro d'urgence dans son dossier scolaire et a appelé. Une femme a répondu. « Rebecca ? La mère de Valentina ? » Oui. Ici le professeur Daniel, de l'école San Benito. Comment allez-vous ? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Bien. Quelque chose ne va pas ? Je voulais juste parler un peu de Valentina. Elle a montré des signes de douleur et d'inconfort. Eh bien, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle était très tendue en voyant son beau-père. Rebecca soupira, nerveuse. Écoutez, maître, Valentina est très sensible. Le moindre détail peut l'effrayer. Mais tout est sous contrôle. Daniel est resté calme. Je comprends. Je veux juste aider. Un autre silence. J'apprécie votre inquiétude, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle doit juste s'adapter, c'est une nouvelle école, un nouvel environnement. C'est tout. L'appel prit fin peu après. Daniel posa le téléphone sur la table, la poitrine serrée. Le sentiment était clair. Elle le savait. Et pour une raison inconnue, elle ne voulait ou ne pouvait pas dire la vérité. Le samedi matin était gris. Daniel le passa à regarder l'heure, agité. Au fond de lui, la décision était déjà prise. Finalement, il prit une grande inspiration, prit un presse-papier, quelques papiers scolaires et partit. Il portait une chemise simple, essayant de ressembler à un simple professeur en visite à domicile, mais il savait qu'il cherchait quelque chose que l'école préférait ne pas voir. Muni de l'adresse, il arriva dans une rue étroite bordée de modestes maisons. Il trouva le numéro. Un rideau de fortune couvrait la fenêtre. L'endroit sentait l'abandon. Daniel a applaudi 2 fois. Bientôt, un garçon maigre apparut à la porte. Il semblait avoir une dizaine d'années, les cheveux en bataille, un t-shirt trop grand. « Salut », salua gentiment Daniel. « Es-tu le frère de Valentina ?» Le garçon hocha la tête. « Oui, je le suis. Mais elle n'est pas là. Elle est allée au marché avec Rogelio ?» Le garçon hocha de nouveau la tête, sans enthousiasme. « Quel est ton nom ?»« Hugo. »« Enchanté, Hugo. Je suis le professeur de Valentina, je m'appelle Daniel. J'aimerais parler à ta mère. Est-elle là ? Elle dort, dit le garçon en jetant un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Daniel regarda aussi. Le salon était sombre, même s'il était presque 11 heures du matin. Un canapé déchiré, un seau à serpillière sale dans un coin et un sol taché. Pas de jouets. Pas de livres. Rien qui évoque l'enfance. Et toi ? Tu ne vas plus à l'école ? Demanda doucement Daniel. Hugo haussa les épaules. Avant, c'était le cas. Plus maintenant. Maintenant, je reste ici et je m'occupe de tout. Daniel prit une inspiration et s'agenouilla à son niveau.
Puis-je te demander quelque chose, Hugo? Le garçon hocha la tête, un peu méfiant. Quand Valentina est triste ou pleure, que se passe-t-il? Hugo détourna le regard et resta silencieux. Puis, presque dans un murmure, il n'aime pas qu'elle pleure. Daniel déglutit difficilement. Qui ne le fait pas? Rogelio, répondit Hugo, sa voix à peine audible. Et que fait-il quand elle pleure? Le garçon hésita. Puis il parla, comme s'il décrivait quelque chose de normal. Il attrape la ceinture. Parfois il crie. Parfois il la frappe. Mais il dit que c'est pour qu'elle apprenne. Daniel ferma les yeux un instant, luttant pour contenir sa fureur. Hugo, tu en as parlé à quelqu'un? Le garçon secoua la tête. Non. Si on le dit, ma mère partira pour toujours. Et on sera seul. Daniel resta silencieux. Cette phrase le blessa profondément, si nous le disons, ma mère partira pour toujours. Il se leva lentement, sortit un dépliant de l'école de sa poche et écrivit son nom dessus avec un stylo. Si un jour tu as envie de parler, ou s'il se passe quelque chose, appelle-moi. Je suis là pour t'aider. Hugo prit le papier et hocha la tête, à peine. Daniel le remercia et s'éloigna. Le poids dans sa poitrine n'était plus seulement un soupçon. Il avait maintenant un nom, un visage, un objet, la ceinture. Et avec cela, plus de retour en arrière possible. Lundi matin, Daniel entra à l'école d'un pas décidé et le cœur lourd. Sous le bras, il portait une chemise cartonnée. À l'intérieur, le dessin de Valentina, des notes sur son comportement et le témoignage de son frère Hugo. C'était suffisant. Pendant la récréation, il quitta l'école et se rendit directement au bureau local du DIF. La salle d'attente était presque vide. Un ventilateur dans un coin faisait plus de bruit que du vent. Vous pouvez entrer, professeur Daniel, a appelé une assistante sociale depuis l'arrière-salle. À l'intérieur, il leur expliqua tout, calmement et clairement. Il montra les papiers, parla de la douleur de Valentina, de sa peur, de son évitement de s'asseoir. Il leur parla du beau-père. L'ouvrier écoutait, prenait des notes, puis soupirait et répondait d'un ton trop bureaucratique pour ce que Daniel ressentait dans sa poitrine. Je comprends votre inquiétude, tout à fait, mais juridiquement, nous n'avons pas encore de motif suffisant pour une intervention directe. Daniel fronça les sourcils. Comment ça, pas assez? Une enfant de 6 ans dit qu'elle a mal en position assise, son frère parle d'une ceinture, c'est une preuve irréfutable. Oui, ce sont des indices sérieux, a-t-elle convenu, mais ce ne sont que des indices. Sans rapport médical, sans constatation de flagrant délit ou sans plainte officielle de la famille, il est peu probable qu'un juge autorise le retrait de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'elle arrive avec un os cassé, demanda Daniel d'une voix tremblante. Nous devons continuer à suivre l'affaire en espérant que des résultats plus concrets apparaissent. Mais je ne peux rien promettre dans un avenir proche. Daniel se leva, essayant de ne pas exploser. Avec tout le respect que je vous dois, si quelque chose arrive à cette fille, la faute en reviendra à ceux qui savaient et n'ont rien fait. L'employé ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux vers le papier devant elle. Dehors, le soleil brûlait le béton. Daniel retourna à sa voiture, le dossier toujours sous le bras. Il s'assit et resta là, immobile, frustré, impuissant. Mais plus déterminé que jamais. Ce soir-là, il rouvrit le cahier de Valentina. Il se souvint de ce que lui avait dit la psychologue scolaire, elle essaie de parler, mais personne ne l'écoute. Daniel prit une nouvelle feuille de papier et écrivit à la main, en lettres fermes. Tu peux me dire tout ce que tu veux, comme tu veux. Je suis là. Il plia soigneusement le papier et le rangea dans la chemise. Il trouverait un autre moyen même si cela prenait du temps, même s'il devait le faire seul, mais il n'allait pas laisser cette petite fille retomber dans le silence. Mardi matin, Daniel traversa la cour de l'école, le pas plus lent que d'habitude. Il avait à peine dormi. L'image de Valentina, les yeux baissés, la voix à peine murmurée, ne le quittait pas. Il frappa à la porte de la psychologue scolaire. Laetitia fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Avez-vous pu parler au DIF » a-t-elle demandé. Daniel hocha la tête sans enthousiasme. « Je leur ai parlé, et j'ai entendu exactement ce que j'attendais. Sans preuve, ils ne peuvent rien faire. On dirait que la douleur d'un enfant n'a d'importance que si on la filme. » Laetitia soupira profondément, posant ses coudes sur le bureau.
On peut essayer autre chose. Quelque chose de doux, de discret, mais ça pourrait t'aider. Un petit dictaphone de poche. Si elle accepte de parler, sans pression, et qu'elle sait qu'elle est enregistrée, notre témoignage pourrait être plus solide. Une déclaration spontanée peut avoir du poids lors d'une nouvelle évaluation. Daniel hésita. Je ne veux pas qu'elle se sente envahie. Et je ne veux pas avoir l'impression d'être. C'est pour ça qu'il faut que ce soit doux. Juste une conversation. On lui dira que c'est juste pour se souvenir de ce qu'elle dit plus tard. Pas de pression, pas d'interrogatoire. Essayons. Ce même jour, après la récréation, Laetitia appela Valentina dans son bureau. Daniel était déjà là, assis sur une petite chaise, comme un autre élève. La jeune fille entra à petits pas hésitants, jetant un regard nerveux autour d'elle. Laetitia sourit et posa une feuille blanche et des crayons de couleur sur la table. On veut juste discuter un peu, d'accord? Rien de grave. On veut juste savoir comment tu te sens à l'école. Après quelques secondes, Valentina s'assit lentement, se perchant sur le bord de la chaise. Laetitia a allumé l'enregistreur. On va enregistrer ça, juste pour se souvenir de ce dont on parle, d'accord? Comme quand on enregistre un cours pour ne rien oublier. Valentina hocha la tête. La voix de Laetitia resta douce. J'ai vu tes dessins. Ils sont magnifiques. Tu dessines quand tu es heureux ou quand tu es triste? Valentina répondit d'une petite voix. Quand je suis triste? Il y eut une longue pause. Quand il se fâche, dit-elle finalement. Daniel parlait doucement. Il est Rogelio? Valentina hocha la tête. Que fait-il quand il est en colère? Elle déplaça le crayon sur le papier, faisant un gribouillage aléatoire. Il hurle. Il me dit de me taire. Il me met dans un coin. Parfois avec la ceinture. Laetitia échangea un regard avec Daniel mais ne l'interrompit pas. Tu sais que ce n'est pas bien, n'est-ce pas, dit-elle calmement. Personne n'a le droit de te frapper. Il me frappe même quand je suis silencieux. Silence. Cette phrase a tranché l'air comme une lame. Laetitia éteignit lentement le magnétophone. Daniel se leva et s'agenouilla près de la petite fille. Valentina, personne ne peut te faire ça. Jamais. On est là pour te protéger. D'accord? Elle leva les yeux. Pour la première fois, elle n'avait pas l'air effrayée, juste fatiguée. Fatiguée d'endurer la douleur en silence. Cet après-midi-là, Daniel rentra chez lui avec l'enregistreur dans sa poche. Il ne pouvait plus l'ignorer. Le lendemain matin, il arriva à l'école plus tôt que jamais, l'enregistreur toujours dans sa poche, le cœur encore serré par le poids des mots de Valentina, il me frappe même quand je suis silencieux. Il entra dans le bureau de coordination et chercha Laetitia. Elle était devant son ordinateur, en train de terminer son rapport. J'ai tout préparé, dit-elle avant même qu'il puisse poser la question. Je vais joindre l'enregistrement et l'historique que vous m'avez donné. Daniel hocha la tête en silence. Quelque chose en lui savait qu'il ne pouvait plus attendre. Le matin même, Laetitia a convoqué une réunion d'urgence avec le corps enseignant. Pour la première fois, les autres enseignants ont clairement compris ce qui se passait. Il faut surveiller Valentina de près, dit Laetitia. Si elle présente de nouvelles marques, un comportement étrange, si elle dit quelque chose d'inhabituel, notez-le et signalez-le. Tout pourrait être important. S'appuyant contre le mur pendant que Laetitia terminait, Carmen dit simplement. Fais ce que tu penses être juste. Puis elle sortit de la pièce. Personne ne fut surpris. Dans les jours qui suivirent, l'attention portée à Valentina grandit discrètement. Les surveillants de la cour de récréation, le personnel de la bibliothèque et même les concierges commencèrent à l'observer. Certains dirent qu'elle souriait davantage lorsque Daniel était à proximité. Mais ensuite est arrivé mardi. Elle est arrivée, l'air différent. Elle portait un pull malgré la chaleur. Elle marchait plus lentement et s'asseyait avec difficulté. Lorsque Daniel l'a invitée à participer à une activité de groupe, elle a hésité. Tout va bien, Valentina, demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais quelque chose n'allait clairement pas. Pendant la récréation, Daniel la vit jouer seule dans un coin de la cour. Son t-shirt se souleva légèrement, juste assez pour dévoiler une partie de son dos. C'est à ce moment-là qu'il les a vus. De longues et fraîches échymoses. Daniel n'a pas attendu. Il a quitté l'école,
a sorti son téléphone et a composé un numéro. Police. Ici l'école primaire San Benito. Urgence. Cette même élève, Valentina Diaz, présente des signes visibles de maltraitance. Oui. Confirmé par observation directe. J'ai besoin d'une patrouille immédiatement. L'opératrice lui a demandé s'il voulait rester en ligne. Il n'a pas voulu. Il retourna dans la cour, appela doucement Valentina et lui dit qu'ils avaient besoin de parler un peu. Il l'emmena au bureau de Laetitia, où elle l'attendait déjà. Alors qu'il parlait calmement avec la jeune fille, la patrouille est arrivée. Cette fois, pas de retard, pas d'excuses. L'un des officiers, celui-là même qui était venu quelques semaines plus tôt, regarda Daniel différemment. Maintenant, nous avons ce dont nous avons besoin. Ils ont emmené Valentina au centre médical le plus proche. Le rapport officiel serait publié le jour même. Rogelio n'est pas venu la chercher. Rebecca non plus. Ce soir-là, l'école était vide. Mais Daniel restait là, regardant par la fenêtre de la classe tandis que le crépuscule tombait. Laetitia est entrée. « Avez-vous pu parler au DIF ?» Daniel hocha la tête. Ils ont dit qu'avec le rapport médical et l'enregistrement, ce n'était qu'une question d'heure. Laetitia expira, soulagée. Nous sommes arrivés à temps. Daniel n'a pas répondu. Nous sommes arrivés alors qu'elle était déjà blessée. Mais quand même il savait que je suis arrivé là. Et pour la première fois, quelqu'un avait fait quelque chose de réel pour sortir Valentina de son silence. Cette nuit-là, Valentina n'est pas rentrée à la maison. Après le rapport médical, l'enregistrement et les déclarations officielles du psychologue et de l'enseignant, une mesure de protection d'urgence a été accordée. Une patrouille a accompagné la jeune fille dans un refuge pour enfants dans un quartier voisin. Elle serrait le même carnet qu'elle portait toujours dans son sac à dos. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre. Personne ne savait ce qui l'occupait. À leur arrivée, une assistante sociale nommée Dolores a ouvert la portière de la voiture et lui a parlé doucement. « On est là, Valentina. On est en sécurité, d'accord ?» Valentina descendit lentement et regarda le bâtiment blanc de 2 étages avec des fenêtres à barreaux. « Est-ce qu'il vient ?» demanda-t-elle. Dolores s'agenouilla à son niveau et répondit avec chaleur. « Oui, mon amour. Il viendra aussi. Mais d'abord, il doit aller ailleurs avec une autre équipe. Il sera bientôt là avec toi, d'accord ?» Valentina hocha simplement la tête. Mais lorsqu'elle entra dans la pièce aux 2 lits inconnus, des murs blancs et une forte odeur de désinfectant, les larmes lui vinrent. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas sangloté. Elle pleurait doucement, comme elle l'avait toujours fait du plus profond d'elle-même. Le coordinateur du refuge tenait un dossier contenant l'autorisation de l'école, un sac de crayons de couleur, des feuilles blanches et un livre bleu pour enfants avec des illustrations d'animaux. Elle a salué Daniel à l'entrée. « Bonjour, professeur Daniel. » Valentina est dans la salle de lecture. « Vous pouvez entrer, » dit-elle avec un doux sourire. Daniel la remercia et se dirigea vers la petite pièce. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Ses yeux brillaient, non pas de joie, mais de soulagement. « Bonjour, Valentina, » dit Daniel en s'asseyant par terre à côté d'elle. Elle répondit dans un murmure. « Salut. » Daniel souleva lentement le sac. « J'ai apporté quelques affaires, du papier, des crayons, un livre. Je pensais que tu aimerais peut-être dessiner. » Valentina tendit la main et prit doucement le sac. « Si tu veux, » ajouta-t-il avec un léger sourire, « c'est tout à toi pour aujourd'hui. » Elle sortit un crayon bleu et une feuille de papier, mais avant de commencer à dessiner, elle marqua une pause. Ses yeux, écarquillés par l'inquiétude, se levèrent pour rencontrer les siens. « Est-ce qu'il sait que je suis là ?» Daniel comprit immédiatement de qui elle parlait. Sa voix était ferme. « Non. Et même s'il l'avait fait, il ne pourrait plus te faire de mal. La police le recherche. »« Tu es sûr ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tu as dit que si je le disais, je disparaîtrais avec lui. » Daniel prit une profonde inspiration, puis s'agenouilla à côté d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Valentina, peux-tu me regarder un instant ?» Elle leva lentement les yeux, son expression sérieuse. « Tu n'es plus seule, » dit-il d'une voix basse et résolue. « Tu m'entends ? Tu ne reverras plus jamais ça. Je te le promets. » Valentina hocha légèrement la tête, silencieuse, puis appuya sa tête contre son épaule.
Ils restèrent ainsi un moment, immobiles. C'était la paix. Au moment de partir, Daniel se leva lentement. Avant de partir, il sortit de son dossier un mot manuscrit plié et le lui tendit avec son cahier d'école. Ceci est à toi. Lis-le quand tu veux et dessine quand tu en as envie. Valentina prit le mot avec précaution. Une fois qu'il fut parti, elle l'ouvrit. Le message disait: Quand tu as peur, dessine. Et souviens-toi, je suis toujours là. Dehors, le soleil disparaissait derrière les arbres et, pour la première fois depuis longtemps, Valentina se trouvait dans un endroit où personne ne criait, ne la frappait, ne lui ordonnait de se taire. Elle était loin de chez elle certes, mais enfin, elle était proche de la sécurité. 2 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée au refuge. Elle était toujours silencieuse, dessinant sans arrêt, dormant à peine. Parfois, elle demandait des nouvelles d'Hugo. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil à la porte, comme si elle espérait que Rebecca entrerait et lui dirait que tout allait bien. Mais Rebecca n'est jamais venue. Le 3e jour, une assistante sociale a essayé d'appeler les numéros indiqués à l'école. Personne n'a répondu. Elle s'est rendue à l'adresse indiquée, celle-là même où Daniel s'était rendu. La porte était verrouillée. Les fenêtres aussi. Rebecca, avec juste un sac à dos, était partie la nuit avant que Valentina ne soit amenée au refuge et n'est jamais revenue. La police a été prévenue. Rebecca Diaz est portée disparue depuis lundi, a déclaré l'officier dans un rapport privé. On soupçonne qu'elle a pris la fuite avec son compagnon, Rogelio Mene. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi le personnel du refuge. Le jour même, Laetitia, la psychologue, a appelé Daniel. La police pense qu'elle pourrait cacher Rogelio. Daniel resta silencieux quelques secondes au téléphone. Elle savait. Elle savait ce qu'il lui avait fait. Et pourtant, elle a fui avec lui. La voix de Laetitia baissa. Il est trop tôt pour en être certain. Mais tout porte à croire à une manipulation. Il a des antécédents de violence psychologique, un contrôle si profond qu'il étouffe même l'instinct maternel de protéger son enfant. Cette nuit-là, Valentina a fait une dépression nerveuse. L'aide-soignante l'a trouvée recroquevillée dans le coin de son lit, serrant la note de Daniel, le visage trempé de larmes. « Je ne veux pas être ici sans Hugo », s'écria-t-elle. « Et ma mère ne reviendra jamais. » C'était la première fois qu'elle élevait la voix. Laetitia se précipita dans la pièce, s'assit par terre à côté d'elle et la serra dans ses bras pendant de longues minutes. Valentina tremblait, refusait de manger et de dormir. Elle a été transférée dans un autre refuge par décision du DIF, une mesure standard qui sépare les enfants par âge et par sexe. Mais pour Valentina, ce n'était qu'un nouvel abandon. Il a promis de venir, murmura-t-elle un soir, allongée sur le côté. Il a dit qu'il viendrait. Daniel lui a rendu visite cet après-midi-là. Il la trouva recroquevillée sur le tapis de la salle de lecture, serrant contre lui un dessin aux nuances sombres. Il s'assit à côté d'elle sans un mot. « Ma mère s'est enfuie. » Daniel hésita, puis répondit doucement mais fermement. « On n'en est pas encore sûr. La police la recherche. Si elle est en danger, on la retrouvera, d'accord ? Tu m'écoutes ? » Valentina ne répondit pas. Elle serra simplement le dessin plus fort et murmura. « Je voulais qu'elle me choisisse, pas lui. » Daniel ferma les yeux, retenant son émotion. Il savait que cette blessure mettrait du temps à guérir. Mais une chose était sûre, il ne laisserait pas l'abandon devenir le dernier chapitre de son histoire. Ce mardi ressemblait à n'importe quel autre. Daniel arriva tôt à l'école, disposa les livres sur la table et arpenta les couloirs, l'esprit lourd. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas vu Valentina ou Hugo sourire. Hugo était injoignable après son transfert, et le silence de Rebecca résonnait encore. Puis, une simple enveloppe est arrivée. « Maître Daniel, ceci a été déposé pour vous au bureau. » Personne n'a précisé qui l'a déposé. Daniel prit l'enveloppe. Elle était blanche, sans nom, sans adresse de retour, sans timbre, juste son nom, écrit à la main. Pour le maestro Daniel Martinez. Son cœur fit un bond sans raison apparente. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une feuille de papier pliée, écrite au stylo bleu tremblant, l'écriture inégale, presque enfantine. « Si vous lisez ceci, c'est que vous prenez toujours soin de ma fille. Merci. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de l'extérieur ferait ce que je ne pouvais pas faire. Les gens pensent que je me suis enfui par choix. C'est faux.
J'avais peur. Il m'a menacé. Il a dit qu'il ferait pire si je parlais. Il a dit qu'il disparaîtrait avec Valentina si j'ouvrais la bouche. Et je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Il ne me laisse pas sortir seul. Je ne peux pas utiliser de téléphone. Mais hier, il est parti quelques heures, et j'ai réussi à écrire ceci. Il y a une vieille maison au bout d'un chemin de terre près du quartier de San Lucas, derrière un entrepôt abandonné. C'est vert, avec une seule fenêtre. S'il vous plaît, aidez ma fille. Je ne veux plus courir. Je veux juste que ça se termine. Rebecca. Daniel lut la lettre 2 fois. À la 3e lecture, ses mains tremblaient. Sans un mot, il se rendit directement au bureau du directeur. Carmen, je dois utiliser le téléphone de l'école. Tout de suite. Il était déjà en train de composer le numéro. La police? Ici Daniel Martinez, de l'école primaire San Benito. J'ai reçu une lettre. Elle vient de la mère d'une de nos élèves, Valentina Diaz. Elle se cache. Elle a peur, mais elle a besoin d'aide. J'ai l'adresse. Moins de 2 heures plus tard, la cour de l'école était encerclée par des voitures de patrouille banalisées. Un inspecteur de l'unité de lutte contre la maltraitance des enfants a réuni la petite équipe. C'est une opération délicate. Nous agissons vite et discrètement. La priorité est de sortir la femme vivante et d'arrêter le suspect s'il est là. Daniel a remis la lettre avec des mains froides. Elle m'a fait confiance. S'il vous plaît, ne la laissez pas le regretter. À la fin de l'après-midi, Daniel arpentait encore la salle de classe vide lorsque le téléphone sonna. Il répondit à la 2e sonnerie. Voici l'inspecteur Romero. Nous avons trouvé Rebecca Diaz. Elle était dans la maison exactement comme décrit. Elle était seule au moment de la perquisition, effrayée, mais coopérative. Elle est maintenant en détention préventive et reçoit un suivi psychologique. Vous avez bien fait, Daniel. Daniel ferma les yeux et expira profondément. Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir a percé. Et Rogelio, demanda-t-il, tendu. Il n'était pas là. Mais nous surveillons ses déplacements connus. Grâce à son témoignage, nous pouvons désormais émettre un mandat d'arrêt officiel. Daniel le remercia et raccrocha. Il était assis à un bureau, les yeux fixés sur le tableau noir vierge. La mère avait échoué. Elle avait fui. Elle était restée silencieuse. Mais maintenant, elle voulait arranger les choses. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour recommencer. Pour l'instant, il restait assis là, en silence, avec cette pensée. L'enveloppe dans ses mains lui donnait l'impression qu'elle tenait un petit morceau d'espoir manuscrit. Rebecca était assise dans une petite pièce au mur beige et où flottait une odeur persistante de café froid. De l'autre côté de la table, 2 enquêteurs écoutaient attentivement. L'enregistreur était allumé. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Il va toujours à l'atelier de son frère, presque tous les après-midi. Il est situé dans la zone industrielle, près d'un marché abandonné. L'un des agents a confirmé l'emplacement sur une carte. Est-il toujours armé? Je crois. Il y a quelques jours, il m'a menacé avec un couteau. Il a dit que s'il me voyait parler à quelqu'un, il me ferait disparaître, répondit Rebecca, les yeux embués de larmes. Êtes-vous prêt à témoigner? Demanda doucement l'autre agent. Rebecca hocha la tête avec conviction. Pour ma fille, je ferai tout ce qu'il faut. C'était un après-midi étouffant. Le ciel était lourd de nuages, comme si même la météo retenait son souffle. 6 voitures de patrouille infiltrées prirent position dans les rues proches de l'atelier. 2 agents étaient déjà à l'intérieur, se faisant passer pour des clients. Dehors, cachés derrière une voiture, Daniel et Laetitia attendaient avec leurs 2 frères, Hugo et Valentina. Il avait été difficile de convaincre le juge de les laisser s'approcher, même à distance. Mais ils avaient besoin de le voir de leurs propres yeux. Ils avaient besoin de croire que la peur prenait fin. Valentina tremblait. Hugo lui serra fort la main. Il sortira par l'entrée principale, a annoncé un agent par radio. Confirmé. Cible en vue. Dans l'atelier, Rogelio venait d'arriver. Il marchait calmement, comme si de rien n'était. Il plaisantait avec un employé, prenait une boîte à outils, allumait une cigarette et puis tout alla très vite. Maintenant, cria l'agent principal. Rogelio a tenté de s'échapper par l'arrière, mais une patrouille l'attendait déjà.
Il a résisté. Il a bousculé l'un des policiers, a saisi un morceau de bois et les a menacés. Il a été maîtrisé de force, menotté et jeté à terre. Il a hurlé des absurdités. Je n'ai rien fait, elle ment, c'est un piège. Mais plus personne ne le croyait. Derrière la voiture, Valentina l'observait avec de grands yeux. Hugo passa un bras autour de ses épaules. Daniel, debout à côté d'eux, murmura « C'est lui. Et maintenant, il ne peut plus te toucher. » Valentina ne dit pas un mot, mais son corps se détendit. Son visage exprimait encore la peur, mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau, du soulagement. Lorsque la voiture de patrouille est partie avec Rogelio en garde à vue, elle a regardé Daniel et a demandé « Est-ce qu'il va rester loin de moi pour toujours ?» Daniel s'agenouilla, lui prit les mains et répondit fermement « Oui. Et même si un jour il est à nouveau libre, tu ne seras jamais seul. » Elle hocha la tête, puis posa sa tête sur la poitrine de son frère. Et là, pour la première fois depuis le début, elle pleura sans peur non pas de douleur, mais de soulagement. Quelques heures plus tard, de retour au refuge, Valentina a demandé quelque chose d'inattendu. « Je veux dessiner cet après-midi. » Daniel lui tendit du papier et un crayon. Et pour la première fois, le dessin n'avait ni chaise, ni goutte rouge, ni ombre. C'était juste une simple petite maison, un soleil, deux enfants se tenant la main, un sourire silencieux. Daniel reconnut la silhouette. C'était lui. Valentina fixa le dessin pendant quelques secondes, puis sourit. Le calendrier s'est accéléré après l'arrestation de Rogelio. L'enregistrement des paroles de Valentina, ses dessins, les rapports médicaux, le témoignage de Rebecca et l'arrestation surprise en flagrant délit constituaient un dossier solide. L'accusation n'a pas hésité. Nous passons directement à l'audience préliminaire, a déclaré le procureur. Cela peut donner le ton à la détermination de la peine. Daniel reçut la nouvelle avec un pincement au cœur. Valentina allait mieux. Elle dormait davantage. Elle utilisait des couleurs différentes dans ses dessins. Parfois, elle riait même pour de bon. Mais les cauchemars revenaient toujours, presque toujours au milieu de la nuit, quand le silence était plus fort que tout. Laetitia, la psychologue, lui parlait tous les jours, tout comme Daniel. La juge veut te parler, Valentina. Elle veut que tu lui racontes ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas à avoir peur. Tu peux tout dire, ou tu peux ne rien dire. Personne ne te forcera. Valentina le regarda sérieusement. Je parlerai. Es-tu sûr? Elle hocha la tête. Si je parle, les autres filles seront protégées aussi. Daniel fut ému. Il répondit à voix basse, oui. Tu peux changer beaucoup de choses, mon petit. Il l'a aidé à trouver les mots. Ils ont répété des phrases douces, des réponses, mais sans jamais insister. Si elle te demande ce que tu as ressenti, que répondras-tu? Demanda Daniel un après-midi au refuge. Valentina réfléchit un instant, puis répondit, la peur. Et la honte. De penser que c'était ma faute. Daniel s'accroupit et la regarda dans les yeux. Ce n'était jamais ta faute. Tu m'entends? Jamais. La nuit précédant l'audience, Valentina a fait un autre cauchemar. Elle rêvait qu'elle était sous un bureau à l'école, les mains sur les oreilles, tandis que Rogelio criait en arrière-plan. Quand elle s'est réveillée, Laetitia était assise à côté du lit, comme si elle le savait déjà. C'était encore lui, demanda-t-elle doucement. Valentina hocha la tête. Mais dans le rêve, le professeur Daniel est entré. Il a crié plus fort. Il a dit, c'est fini. Laetitia sourit. Ce rêve peut se réaliser demain. Mais il y avait une question que personne n'osait poser à voix haute, jusqu'au jour où ce fut Valentina elle-même qui prit la parole. Est-ce que ma mère sera là? Daniel hésita, puis répondit honnêtement. Oui. Elle va aussi témoigner. Et le juge voudra savoir si tu aimerais revivre avec elle. Valentina resta silencieuse pendant un long moment. Peut-elle choisir à nouveau? Ou choisir de fuir à nouveau? Ce n'est plus seulement elle qui décide, dit Daniel fermement. Il y a des gens qui veillent sur toi. Des gens qui te protégeront. Et je serai là aussi. Valentina prit une grande inspiration, puis dit, je veux la voir. Mais je ne sais pas si je veux y retourner. Daniel hocha la tête. Ce n'est rien. Personne ne te mettra la pression. Tu as déjà été si courageux, rien que d'être arrivé jusqu'ici.
L'épingle en forme d'étoile, en métal doré, était conservée dans un tiroir depuis des années. Maintenant, il est à toi. Emporte-le avec toi demain. Et n'oublie pas, tu brilles, même quand tu penses ne pas pouvoir le faire. Valentina serrait l'épingle dans sa main comme un bouclier. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement. Pas de cauchemar. Le matin arriva froid et nuageux. Devant le palais de justice, une légère bruine mouillait le vieux pavé. Mais à l'intérieur, les cœurs battaient comme des tambours. Daniel était là, vêtu d'un costume simple, attendant dans la salle des témoins. À côté de lui, assise sur un canapé, les pieds dans le vide, se trouvait Valentina. Elle portait une robe bleu marine et un manteau en laine que Laetitia lui avait apporté. Dans ses cheveux, 2 petites barrettes. Et sur sa poitrine, fermement attachée, l'épingle en forme d'étoile. Tendresse. Valentina hocha la tête, les yeux fixés sur la porte devant elle. Quelques instants plus tard, un fonctionnaire du tribunal l'a ouvert. « Mademoiselle Valentina, c'est votre tour. » La fille se leva. Daniel s'agenouilla à côté d'elle et lui chuchota à l'oreille. « Dis simplement ce que ton cœur a envie de dire. Tu as déjà surmonté tout ce que tu avais à faire. » Elle se dirigea vers la salle d'audience à petits pas réguliers. Calme et alerte, elle observait chaque mouvement avec une attention particulière. À ses côtés se tenaient le procureur, l'avocat commis d'office, le psychologue et le greffier. Personne ne portait de robe. Personne ne s'était levé. L'atmosphère avait été soigneusement préparée pour ne pas l'effrayer. Valentina était assise sur une petite chaise devant un micro. Le juge parlait doucement. « Bonjour, Valentina. Ne t'inquiète pas. On veut juste t'entendre. Et tu peux dire ce que tu veux. » Elle a continué, « Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentiez avant, lorsque vous viviez avec votre mère et son partenaire ?» Valentina prit une profonde inspiration, puis commença d'une voix douce. « J'avais peur. Pas seulement quand il criait. Même quand il se taisait, j'avais l'impression que quelque chose de grave allait arriver. Je n'ai rien fait, mais il m'a quand même frappé. » Un profond silence remplit la pièce. Le juge a demandé délicatement, « Aviez-vous déjà dit cela à quelqu'un ?» « J'ai dit à mon professeur, » a déclaré Valentina. « Et qu'est-ce qui a changé depuis ?» Valentina baissa les yeux vers la broche sur son vêtement. « Ce qui a changé, dit-elle doucement, c'est que j'ai commencé à croire que ce n'était pas ma faute. Et que je n'étais pas seule. » La juge sourit, ses yeux brillants. « Tu es très courageuse, Valentina. Dis-moi, ta mère te manque-t-elle ?» La fille resta silencieuse un instant, puis répondit. « Oui, elle me manque. Mais j'ai aussi l'impression qu'elle m'a laissé tranquille quand j'avais le plus besoin d'elle. » Le juge hocha la tête avec empathie. « Veux-tu la revoir ?» Valentina réfléchit quelques secondes. « Oui, mais avec d'autres personnes autour. Je ne veux pas encore vivre avec elle. Je veux être sûr qu'elle a vraiment changé. » La salle d'audience est tombée dans le silence. Le juge la remercia avec un sourire chaleureux et ordonna que la jeune fille soit à nouveau escortée dehors. Daniel la rejoignit dehors. Elle courut dans ses bras et murmura. « J'ai tout dit, maestro. »« Et tu l'as dit magnifiquement, » répondit-il, les yeux brillants de fierté. Plus tard, ce fut le tour de Rebecca. Ses mains étaient jointes sur ses genoux tandis que le juge la regardait sérieusement. « Madame Rebecca Diaz, êtes-vous prête à assumer l'entière responsabilité de vos actes d'omission ?»« Oui, votre honneur, » répondit-elle doucement. « J'ai échoué. Je suis resté silencieux alors que j'aurais dû protéger. Mais je me suis libéré, et maintenant tout ce que je veux, c'est reconstruire, même si cela me prend toute une vie. » Des témoignages ont été présentés. Nous demandons que le mineur reste sous garde protectrice. Nous recommandons des visites supervisées et un soutien psychologique pour les deux. La juge a marqué une brève pause, puis a rendu sa décision. Compte tenu de la gravité des faits, des antécédents d'abus et du risque émotionnel pour l'enfant, j'ordonne que Valentina reste sous protection institutionnelle. Les visites surveillées avec la mère sont autorisées. Le beau-père restera en détention dans l'attente de son procès pénal. Un souffle silencieux traversa la salle d'audience. En partant, Daniel a accompagné Valentina jusqu'à la camionnette du refuge. De loin, Rebecca les observait, mais ne s'approchait pas. Valentina jeta un coup d'œil en arrière, leurs yeux se rencontrèrent. Rebecca pleurait, mais elle ne s'approchait toujours pas.
Valentina non plus. Elle leva simplement la main dans un petit geste hésitant. Un geste simple, mais chargé de sens. Il y avait désormais de la place pour la guérison. Et cela seul était déjà beaucoup. La salle d'audience était pleine, mais silencieuse. L'audience finale dans l'affaire contre Rogelio venait de commencer, mais personne n'osait bouger. Même l'air semblait retenir son souffle. Au premier rang, assis entre la psychologue Laetitia et le professeur Daniel. Valentina observait tout avec de grands yeux attentifs. Elle avait l'air différente, ancrée, droite, ne se repliant plus sur elle-même. Présent. Stable. À côté d'elle, Daniel lui tenait doucement la main. Il ne disait rien. Mais il était entièrement, indubitablement là. De l'autre côté de la pièce, Rogelio était assis, la tête baissée. Vêtu d'un uniforme de prisonnier, les poignets menottés. Il n'a pas crié, n'a pas souri, il a juste fait rebondir ses jambes sans cesse. Le procureur s'est levé. Votre honneur, ce que nous avons ici n'est pas seulement un crime de peur. Mais une histoire de bravoure. Une fille qui, malgré son âge, a trouvé sa voie et l'a utilisée. Alors que tant d'adultes ont choisi d'ignorer ce qu'elle a enduré. L'avocat commis d'office de Rogelio a également pris la parole. Elle a évoqué des difficultés financières, un passé violent, des impulsions incontrôlables. Mais peu semblaient vraiment écouter. Lorsque le juge a commencé à lire la sentence, tout le monde s'est redressé sur son siège. Il ajusta ses lunettes, regarda les documents et lut à haute voix. Rogelio Méné est reconnu coupable d'agression aggravée, de maltraitance d'enfants, de menaces et de coercition. La peine sera purgée dans un établissement fermé, à compter de maintenant. Il conserve le droit de faire appel. Ce tribunal reconnaît également le risque psychologique pour le mineur. Et interdit par la présente tout contact futur entre l'accusé et l'enfant. Il s'agit d'une mesure permanente. Un soupir collectif parcourut la pièce. Alors Valentina parla d'une voix douce mais ferme. Les enfants ne sont pas là pour souffrir. Ils sont là pour grandir. Et ce qu'ils vous ont pris, nous ne pouvons pas vous le rendre. Mais désormais, personne ne te prendra plus rien. Daniel lui serra fort la main. Pendant un instant, Valentina sembla ne pas vraiment y croire. Puis elle sourit. Pas un grand sourire édenté. Mais un vrai, profond, pur, inébranlable. Laetitia, qui avait assisté à la dernière audience depuis la galerie, sourit également. Elle essuya discrètement les larmes de ses yeux. Daniel expira comme un homme qui libère des mois de tension. Quand ce fut fini, Valentina se leva et se tourna vers Daniel. Je peux grandir maintenant. Il s'accroupit, les yeux brillants. Bien sûr que tu peux, Valentina. Tu peux tout faire. Ils sont sortis ensemble de la salle d'audience, côte à côte, sans se presser. Dehors, le ciel n'était plus gris. Le trottoir n'est plus froid. De l'autre côté de la rue, en face du palais de justice, Rebecca les observait. Elle ne s'est pas approchée, mais elle a hoché la tête, discrètement. Valentina la vit et, cette fois, lui rendit le geste, naturellement. Sans amertume. Sans peur. Seulement avec la paix. La justice était arrivée. Mais la vie ne faisait que commencer. C'était lundi. Un nouveau mois avait commencé. Et avec elle, un nouveau temps. Valentina s'arrêta avant d'entrer. Elle portait un uniforme propre, ses cheveux en 2 tresses soignés et un sac à dos léger sur ses épaules. À côté d'elle, l'employé du refuge lui a fait un signe tendre. Tout ira bien, chérie. S'il arrive quelque chose, je viendrai te chercher plus tôt, d'accord ? Valentina hocha la tête. Et puis, elle est entrée. Les couloirs semblaient plus petits que dans ses souvenirs. Les affiches colorées sont toujours accrochées. Les pas précipités des autres étudiants résonnaient dans l'espace. Tout semblait familier, mais différent. Parce que cette fois, elle n'avait pas peur. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de classe, certains de ses camarades se sont retournés pour la regarder. Certains souriaient. D'autres chuchotaient entre eux. Mais Valentina avançait d'un pas ferme. Elle se déplaça entre les rangées de bureaux et s'arrêta devant le sien. Daniel se tenait près du tableau noir, le cœur serré, les yeux pleins de larmes. Valentina regarda la chaise. Le même qui autrefois signifiait peur, douleur et honte. Cette fois, elle le sortit calmement. Elle s'est assise toute seule,
sans hésitation, sans aide. Elle regarda Daniel et sourit doucement. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Le professeur prit une profonde inspiration, ravalant son émotion. Je sais, Valentina. Je sais. Le cours a continué. Cahiers ouverts. Crayon à la main. Des voix douces qui apprennent à lire, à écrire, à être. Mais dans ce coin de la classe, quelque chose avait changé pour toujours. Tu es la fille la plus forte que j'ai jamais connue, dit Daniel. Valentina le regarda, les yeux brillants. J'avais juste besoin que quelqu'un croie en moi. Il ouvrit ses bras et elle le serra dans ses bras. Pas de précipitation. Pas de douleur. Juste un câlin qui ne demandait rien et qui confirmait tout. Tout était différent maintenant. À la fin de la journée, Daniel est resté pour ranger la classe. Il s'arrêta un instant au bureau de Valentina. C'était devenu un symbole. Et il pensa. Chaque enfant mérite de s'asseoir en paix. Puis il effaça le tableau, éteignit les lumières et sortit de la pièce. Avec un cœur léger. Sachant qu'avec la petite fille pouvait enfin grandir.